Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire de l'Agence de la santé publique du Canada intitulé « Fondements sur les vaccins contre la COVID-19 ». Je m'appelle Stéphane Hardy, je suis modérateur de ce webinaire. Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, le CCNMI, est financé par l'Agence de la santé publique du Canada et propose des ressources en application des connaissances afin d'informer les politiques et programmes de santé publique partout au pays. Je tiens à souligner que le CCNMI est situé sur les terres faisant partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et qui sont au cœur de la nation métisse de la Rivière-Rouge. Le CCNMI tient au respect des traités qui ont été conclus relativement à ces terres, reconnaît les préjudices et les erreurs du passé et s'engage à aller de l'avant en partenariat avec les collectivités autochtones dans un esprit de réconciliation et de coopération. Maintenant, quelques détails d'ordre pratique. Nous diffusons ce webinaire à l'aide de la plateforme Zoom. Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez écrire à nccid@humanitoba.ca et on fera de notre mieux pour vous aider. Vous constaterez que la boîte de chat a été désactivée. Pour poser des questions concernant la thématique de ce webinaire, s'il vous plaît, cliquez sur l'onglet « Questions et réponses » QA au bas de votre écran. Je vous invite à prendre un moment pour localiser l'onglet « Questions et réponses ». La séance de questions et réponses en direct avec les conférenciers aura lieu après chaque communication. Cela dit, vous pouvez soumettre vos questions à tout moment durant ce webinaire. Songez aussi à aimer les questions soumises aux conférenciers, car cela augmente les chances que l'une ou l'autre question soit abordée par le conférencier lors de la séance de questions et réponses. Enfin, sachez que l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les diapos des conférenciers seront mis à disposition sur le site web du CCNMI suite à cette présentation. Dans quelques instants, nous passerons au vif du sujet en donnant la parole à nos conférenciers qui participent en direct avec nous aujourd'hui. Mais auparavant, c'est le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, le Dr. Howard New, qui fera l'allocation de bienvenue au moyen d'un enregistrement vidéo. Bonjour, je suis le Dr. Howard New, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada. J'aimerais tout d'abord remercier le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses d'avoir organisé ce webinaire qui a été créé par l'Agence de la santé publique du Canada à l'intention des fournisseurs de soins de santé afin d'appuyer la campagne de vaccination contre la COVID-19. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui se sont inscrits. Ce webinaire a pour but de vous aider à comprendre les processus d'autorisation et de création des lignes directrices concernant les vaccins au Canada, à saisir l'importance des vaccins contre le COVID-19, ainsi qu'à avoir confiance en leur innocuité et leur efficacité. Vous serez ainsi mieux préparés à tenir des discussions sur les vaccins contre la COVID-19. Parmi vous se trouvent des médecins et des infirmières, des pharmaciens et d'autres professionnels de la santé en exercice ou à la retraite qui se sont portés volontaires ou qui ont été désignés pour administrer les vaccins contre la COVID-19 partout au pays. Je vous suis reconnaissant de votre contribution à la lutte contre la pandémie. En plus de jouer un rôle dans la vaccination des Canadiens, vous êtes une source fiable de renseignements sur les vaccins pour les membres de vos collectivités. Les renseignements sur la COVID-19 évoluent constamment et il est normal que les gens aient des questions et des inquiétudes. Alors que nous nous apprêtons à vacciner un nombre croissant de personnes au cours des prochains mois, nous voulons que tous les Canadiens aient les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées au sujet de la vaccination. La sensibilisation de la population est essentielle et vous en êtes les premiers artisans. Le webinaire d'aujourd'hui comporte 3 modules. Tout d'abord, Léo Boutillier de Santé Canada vous présentera les processus réglementaires appliqués par Santé Canada
pour les vaccins. Dans le module 2, le Dr. Jesse Papenburg du Comité consultatif national de l'immunisation, ou CCNI, expliquera le rôle de CCNI dans l'élaboration d'orientation sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19. Enfin, le Dr. Guillaume Poliquin de l'Agence de la santé publique du Canada parlera des vaccins contre la COVID-19 et fournira des renseignements pour répondre à certaines questions que les Canadiens nous posent couramment. Après chaque module, nos conférenciers disposeront d'une période de 10 à 20 minutes pour répondre à vos questions en temps réel. Encore une fois, merci de votre participation. En vous préparant à administrer les vaccins contre la COVID-19 et en vous armant des renseignements justes et fiables, vous serez en mesure de fournir des recommandations éclairées aux personnes qui s'adressent à vous pour obtenir des réponses ou des conseils. Votre engagement et votre travail contribueront à sauver des vies au pays et aideront le Canada et entrevoir la fin de cette pandémie. Merci. Merci beaucoup, Dr. New. Merci beaucoup, Dr. New. Notre premier conférencier est le Dr. Léo Boutier. Le Dr. Boutier est directeur du Centre d'évaluation des produits radiopharmaceutiques et biothérapeutiques qui se trouve au sein de la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada. Le Dr. Boutier et son équipe sont responsables de l'approbation des vaccins à Santé Canada. J'invite le Dr. Boutier à prendre la parole. Merci beaucoup, Stéphane, et bienvenue tout le monde. Alors, avant de commencer cette présentation sur le processus d'approbation, je voulais tout simplement remercier Megan Bettel qui a préparé ces diapositives et qui a fait d'ailleurs la présentation un peu plus tôt cette semaine en anglais. Donc, merci Megan. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors ici, tout simplement pour vous dire que je n'ai rien à déclarer. Prochaine diapo. Donc, l'objectif de la présentation, oups, je pense qu'on vient de perdre la présentation. La revoilà. Oui, voici. Merci. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de vous donner un aperçu des activités réglementaires de Santé Canada qui visent à appuyer l'accès aux vaccins pour la COVID-19. Prochaine diapo. Donc, qui donne accès aux vaccins aux Canadiens et Canadiennes. Ici, on a trois joueurs, mais on aurait peut-être pu rajouter aussi l'industrie parce qu'après tout, l'industrie développe ces vaccins. Donc, c'est un joueur important dans l'accès aux vaccins au Canada. Donc, ce qu'on a ici en haut, Santé Canada joue un rôle important. Évidemment, nous évaluons les études qui sont fournies par les compagnies. On évalue l'innocuité, l'efficacité, la qualité du produit et ensuite, on rend une décision sur l'autorisation du vaccin. On a aussi l'Agence de la santé publique qui joue un rôle important. L'Agence de la santé publique chapeaute le Comité consultatif national de l'immunisation qui formule des recommandations sur l'immunisation, par exemple, des recommandations sur les groupes qui devraient être priorisés, par exemple, dans le cas de la vaccination pour la COVID-19 ou les sous-populations qui devraient être visées par la vaccination. Donc, c'est une des activités du comité consultatif. Et aussi, l'Agence de santé publique du Canada a un rôle de surveillance sur l'innocuité des vaccins, donc en collaboration avec les provinces. L'Agence de santé publique, finalement, recueille des données d'innocuité sur les vaccins et en fait des analyses. Mais je crois qu'il y a une présentation juste après la mienne du comité consultatif et vous aurez probablement plus d'informations sur les activités de l'Agence de la santé publique. Troisième joueur important, évidemment, les provinces et territoires qui sont responsables des programmes de vaccination dans les territoires. Prochaine diapo. Excusez-moi, j'ai perdu l'écran, mais me revoilà. Donc, quel est le processus habituel de vaccination au Canada? Donc,
compagnies qui produisent des vaccins doivent développer un ensemble de données qui démontrent que leurs produits peuvent être utilisés de façon sécuritaire, qui sont sûrs, qui sont efficaces. Donc, beaucoup d'études chez les animaux et ensuite des études cliniques chez les humains. Et c'est un processus qui peut être très, très long. Développer un vaccin, ça peut prendre jusqu'à 10 ans et même plus. Donc, ce n'est pas nécessairement une mince tâche. Donc, une fois que les compagnies ont développé leurs produits et qui sont confiants de l'efficacité et de l'innocuité de leurs produits, bien, ils nous fournissent les données, nous, à Santé Canada, qui en font une évaluation. Ceux qui font l'évaluation, donc c'est une équipe multidisciplinaire qui regarde les données des vaccins. Donc, on a des médecins, des biostatisticiens, des toxicologues. Donc, on a un ensemble d'expertises, finalement, ou de gens qui ont des expertises différentes pour faire l'évaluation des vaccins. Et le but de l'analyse, évidemment, ou de l'évaluation des données des vaccins, c'est de s'assurer que le produit ne présente pas de danger, qui est capable, évidemment, de jouer son rôle, qui est celui de prévenir les infections et la maladie, et aussi qui est fabriqué d'une façon uniforme. Donc, la compagnie est capable, finalement, de fabriquer son vaccin de façon constante. Donc, on s'assure de cette façon-là de l'efficacité du produit. Prochaine diapo. Bon, en quoi le processus est-il différent pour les vaccins de la COVID-19? Donc, évidemment, dans le contexte de la pandémie, on s'est dit qu'on était, en tout cas, qu'il était préférable de développer des outils réglementaires qui étaient pour nous aider à approuver des vaccins plus rapidement. Donc, on a développé une série d'arrêtés d'urgence qui nous donnent la flexibilité dans le processus d'approbation. Donc, celui pour l'autorisation, par exemple, des vaccins a été en vigueur depuis le mois de septembre de 2020. Et selon cet arrêté d'urgence-là, comme je disais, ça nous donne de la flexibilité dans l'approbation des vaccins. Par exemple, on est capable d'obtenir de l'information sur les vaccins au fur et à mesure qui sont disponibles par les compagnies. Donc, en temps normal, comme j'expliquais un peu plus tôt, les compagnies complètent toutes leurs études chez les animaux, chez les humains, tout ça, puis ils nous soumettent le dossier lorsqu'il est complet. Mais grâce à l'arrêté d'urgence, ce qu'on peut faire, c'est c'est-à-dire que les compagnies peuvent nous soumettre les données au fur et à mesure qu'elles sont disponibles, puis à ce moment-là, on peut commencer l'évaluation déjà avant que toutes les études soient complétées. Et à ce moment-là, possiblement, on va pouvoir donner une approbation plus rapide ou donner accès au vaccin plus rapidement. Donc, il y a aussi, dans le cadre des arrêtés d'urgence, des assouplissements sur les exigences administratives des soumissions. Une autre chose qu'on peut faire aussi, l'arrêté d'urgence nous permet de prépositionner les vaccins au Canada, pas tous les vaccins, mais ceux où il y a des ententes, par exemple, d'approvisionnement. Donc, il y a la possibilité de les prépositionner, c'est-à-dire qu'ils peuvent être storés au Canada avant d'avoir obtenu une approbation de Santé Canada, ce qui permet de les déployer de façon plus rapide là, une fois qu'il y a une autorisation. Donc, un des mécanismes qui peut être utilisé dans le cadre d'un arrêté d'urgence. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on a une nouvelle façon de travailler que les normes ont changé. Donc, on conserve quand même les mêmes normes d'évaluation pour le vaccin. Donc, on a toujours besoin des études chez l'animal, des études cliniques d'envergure. On sait qu'il y a des milliers de patients qui font partie de ces études-là ou de participants qui font partie de ces études-là. Donc, les standards sur ce point-là restent les mêmes. Prochaine diapo. Alors ici, c'est pour vous donner une vue d'ensemble un peu de ce que c'est une présentation en continu. Donc, comme j'expliquais un peu plus tôt, les compagnies développent des études ou conduisent des études pour obtenir des données sur le vaccin. Ça commence en général par des études précliniques, donc des études qui sont faites chez l'animal, qui servent par exemple à évaluer la possible toxicité des produits, qui peuvent évaluer l'efficacité du vaccin chez le modèle animal. Donc, ce sont les premières études. Ensuite, on arrive dans les études de phase clinique préliminaire où on commence souvent avec des petits groupes de patients pour voir justement s'il y a des problèmes d'innocuité. Puis ensuite, on progresse vers des études en général qui incluent plusieurs patients ou participants pour pouvoir valider l'efficacité
du vaccin et l'innocuité sur un grand nombre de personnes. Il y a aussi tout le développement de la fabrication du produit qui est important. Donc, c'est la compagnie qui est responsable de ça, de s'assurer de la qualité du produit. La compagnie doit développer aussi un plan de surveillance sur l'innocuité, le plan de gestion des risques, par exemple, pour pouvoir finalement suivre l'innocuité au fur et à mesure qui est déployée, qui est utilisée dans la population en général. On sait que souvent, on peut apprendre sur l'innocuité d'un produit une fois que le produit est mis en marché. On n'a pas nécessairement toute l'information sur l'innocuité des produits dans les études cliniques. Donc, la compagnie aussi doit développer l'étiquetage. Et une fois qu'on a finalement un cumul de cette information-là, puis qu'on trouve qu'on est rendu à un point où on est satisfait de l'information qu'on a, bien là, à ce moment-là, on peut rendre une décision sur le vaccin, donc une autorisation dans le cadre de l'arrêté d'urgence. Donc, c'est en continu, on reçoit l'information, on l'évalue au fur et à mesure qu'on la reçoit, et à ce moment-là, bien, on est en mesure d'émettre une autorisation plus rapidement. Une chose importante à souligner dans le cadre des autorisations actuelles des vaccins, c'est qu'on peut imposer des conditions. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, on n'a pas nécessairement toute l'information sur l'efficacité et l'innocuité de ces produits-là à long terme. Évidemment, en toute logique, dans le contexte d'une pandémie, on ne veut pas attendre des années avant de pouvoir utiliser un vaccin. Donc, ce qu'on a mis en place avec ces autorisations-là, c'est la possibilité d'imposer des conditions aux manufacturiers, aux fabricants de vaccins, si vous voulez, et ils doivent faire des suivis sur justement l'efficacité à long terme. D'ailleurs, les études, souvent, faites avec ces vaccins-là, sont prévues pour d'une durée de 1 an et même parfois 2 ans. Donc, les études continuent et à mesure qu'il y a de l'information, avec ces études-là, ben, ces informations-là sont soumises à Santé Canada et puis on continue à faire l'évaluation du vaccin aussi en continu. Donc, c'est ça. L'autorisation est évidemment fondée sur les données probantes portant sur l'innocuité, la qualité et l'efficacité. Et on donne l'autorisation lorsqu'on est convaincu que le produit est sans danger et efficace, que les risques connus sont atténués dans la mesure du possible, que les risques potentiels sont bien caractérisés. Et souvent, là, les risques connus, les risques potentiels, on les inclut dans l'étiquetage ou la monographie de produit du vaccin. Donc, ce qui est observé dans les études cliniques comme effet secondaire, on met ça dans l'étiquetage. Et aussi, il y a des risques potentiels qu'on pourrait mettre. Pensez aux réactions anaphylactiques qu'on voit avec les vaccins. Dans certaines études cliniques, on n'en a pas vu, mais on sait très bien que dans le cadre des vaccins, c'est possible. Alors, c'est le genre d'informations qu'on peut mettre dans l'étiquetage. Et c'est ça, l'étiquetage, en fait, ça reflète un peu le niveau de connaissance qu'on a sur le produit qu'on vient d'approuver sur la base de l'information qui nous a été soumise. Donc, c'est l'étiquetage est finalement une bonne référence pour en connaître plus sur les produits qu'on approuve. Dans ce cas ici, c'est les vaccins. Prochaine diapo. C'est certain que Santé Canada a des partenaires. Nous ne travaillons pas nécessairement seuls. Nous sommes toujours en communication avec des agences réglementaires étrangères. On pense à l'FDA, on pense à l'Agence européenne du médicament. Donc, on a toujours des communications. On fait partie du groupe de travail et on échange l'information. Et d'ailleurs, dans le cadre des vaccins, évidemment, on a eu des discussions sur comment harmoniser les approches scientifiques. Quelles pourraient être les exigences réglementaires pour les vaccins de la COVID. Et dans l'ensemble, finalement, la plupart des organismes réglementaires ont à peu près, grosso modo, les mêmes exigences. On est en mesure aussi de discuter avec ces gens-là lorsqu'on a une soumission à l'interne d'un vaccin qu'on évalue. On peut avoir des échanges avec ces groupes-là pour discuter des données entre nous, ce qui est très intéressant et très important d'ailleurs, pour pouvoir mieux comprendre les données qui nous sont soumises. Une autre chose aussi qui est importante sur l'innocuité des vaccins, c'est que lorsque, par exemple, on sait, là, pour vous donner un exemple, quand le vaccin de Pfizer a été approuvé, quelques jours après, ou même, je pense, la première journée, une des premières journées, il y a eu des cas de choc d'anaphylaxie. Donc, on est en mesure d'appeler nos collègues en Grande-Bretagne pour leur demander plus d'informations. Donc, on est en constante communication avec eux sur toutes sortes de choses, y compris les problèmes d'innocuité.
Et à ce moment-là, ça nous donne aussi la possibilité de communiquer plus rapidement sur les risques. On sait que c'est les mêmes vaccins à peu près qui se retrouvent un peu partout sur la planète, donc on bénéficie finalement d'informations qui peuvent venir d'autres juridictions. Pour ce qui est de la communication avec les Canadiens, la transparence aussi, on donne de l'information, des mises à jour, par exemple, sur le site de l'Agence de la santé publique du Canada, où de façon hebdomadaire, on donne des mises à jour sur les effets indésirables observés avec les vaccins. Et je vous donne ici l'adresse électronique sur laquelle vous pouvez trouver cette information-là. Aussi, au fur et à mesure qu'on apprend s'il y a des risques à communiquer à la population canadienne, évidemment, on va le faire par le biais d'avis, par exemple. On l'a fait d'ailleurs dans le cas des réactions anaphylactiques qui ont été observées au début avec, par exemple, le vaccin Pfizer. Donc, une de nos priorités, c'est de s'assurer que les Canadiens soient bien informés sur l'innocuité des vaccins. Prochaine diapo. Donc, chaque processus d'un vaccin est différent et l'échéancier peut être influencé par plusieurs choses. Il y a des agences réglementaires qui approuvent plus vite que d'autres. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut que le fabricant décide d'appliquer ou de faire une application ici au Canada pour son vaccin. Donc, ça, c'est un des critères importants. Et aussi, on doit accumuler les données. En fait, ces données-là doivent être suffisantes pour supporter l'approbation du vaccin sur le plan d'efficacité et de l'innocuité. Donc, pour ce qui est de l'approbation, évidemment, il y a des étapes. Chaque pays peut avoir des exigences qui peuvent différer, mais en fait, sur ce qui est des données d'efficacité et d'innocuité, en général, les données exigées par les organismes réglementaires sont à peu près les mêmes. Mais il y a quand même des petites différences dans les pays, par exemple, sur l'étiquetage. Donc, chaque pays, en général, a sa façon de présenter l'information. Donc, ça, c'est des particularités qui sont régionales là, ou propres à chaque pays. Et on en a aussi au Canada. Le plan de surveillance de l'innocuité aussi, ça c'est une chose qui existe dans d'autres pays, mais on a nos exigences ici au Canada. Et aussi, ce qui est important pour le Canada, c'est qu'il faut s'assurer qu'on ait tous les renseignements sur la production à grande échelle du vaccin. On sait que quand on produit un vaccin pour faire des essais cliniques, c'est pas l'échelle de production n'est pas nécessairement la même que lorsqu'on décide de produire le vaccin pour distribution là, et utilisation grand public. Donc, il y a des différences dans les modes de production. Donc, nous, Santé Canada, on doit s'assurer que lorsque les productions sont faites à grande échelle, que la recette du vaccin fonctionne toujours et est de la même qualité que celle qui a été utilisée dans les études cliniques. Donc, ça fait partie du travail qu'on fait. Puis aussi, dans le monde qu'on vit actuellement, la chaîne d'approvisionnement de différents éléments de ces vaccins-là est assez complexe. Les choses peuvent venir de différents pays. Donc, il y a toutes sortes de choses à évaluer. Les différents sites qui produisent certaines composantes, les sites qui font finalement le packaging ou l'emballage. Il peut y avoir plusieurs sites impliqués. Donc, ces sites-là doivent être évalués, doivent répondre à certains standards. Donc, ça aussi, ça prend du temps à évaluer. Donc, ça explique aussi des fois des différences entre le temps d'approbation dans différents pays. Il y a aussi la capacité du fabricant de répondre à nos questions. Les fabricants, évidemment, soumettent dans plusieurs juridictions, ce qui fait qu'ils sont occupés avec plusieurs juridictions. Donc, il peut y avoir des délais lorsqu'on demande des questions de clarification. Donc, ça contribue aussi au temps d'évaluation et puis au temps d'approbation. Prochaine diapo. Sur la transparence, lorsqu'on approuve un vaccin, évidemment, on le met immédiatement. En fait, même avant qu'on l'approuve, lorsqu'on reçoit une soumission, on la met sur notre liste de demande à l'étude. Donc, vous pouvez voir exactement quels sont les vaccins qui sont en cours d'évaluation avec Santé Canada. Et d'ailleurs, c'est probablement de là que les médias obtiennent beaucoup d'informations. Notre site donne beaucoup d'informations sur les vaccins qui sont en revue et approuvés. Et lorsqu'une décision est prise sur les vaccins, évidemment, c'est communiqué. D'ailleurs, ce matin, vous avez vu, on a approuvé le vaccin d'AstraZeneca. Je pense que les médias ont rapporté ça 30 secondes après l'annonce. Donc, ça va très, très rapidement. Donc, on est heureux que les gens suivent nos sites et
sont en mesure de consulter l'information qu'on donne au public et aux médias. Donc ça fonctionne assez bien. Et ensuite, une fois qu'on a autorisé et finalement publié ou rendu public les décisions, on publie aussi un résumé de la justification scientifique qui donne un aperçu à un haut niveau, disons, de la décision qu'on a prise, comment on a pris la décision. C'est sur quelle base. Donc, ça aussi, je vous donne ici le site où vous pouvez voir ou avoir cette information-là. Quelques semaines plus tard, suivant l'approbation, à ce moment-là, on est capable de vous donner, on donne des documents qui donnent un peu plus d'informations, un peu plus de détails sur la décision qu'on a prise. Par exemple, on donne ce qu'on appelle le sommaire de motifs de décision, qui est un document qui donne un peu plus de détails. Et éventuellement, on va donner accès, comme l'Europe le fait d'ailleurs, on donne accès aux essais cliniques, aux rapports d'essais cliniques qui nous sont fournis par la compagnie. Donc, ça permet à des gens, des chercheurs, des gens qui sont intéressés par les études, de les regarder, d'en faire des analyses et finalement, peut-être de nous informer encore un peu plus sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins. Donc, c'est des informations qui sont publiées. Je sais que dans le cas, par exemple, de Pfizer, du vaccin de Pfizer et AstraZeneca, je crois qu'en principe, là, vers la fin mars, les rapports d'études cliniques devraient être publiés. Mais de toute façon aussi, il y a beaucoup de ces études-là qui sont déjà publiées dans des revues scientifiques au moment même où on fait des évaluations à Santé Canada. C'est certain que l'information est plus sommaire dans ces publications scientifiques-là, mais l'information sur les études cliniques est de plus en plus disponible pour tout le monde, pour consultation. Surveillance de l'innocuité des vaccins à long terme. Donc, les fabricants, une fois qu'on a autorisé Santé Canada, les fabricants doivent quand même continuer à soumettre des données à Santé Canada. Et ces données-là viennent, comme je le mentionnais un peu plus tôt, d'études cliniques qui sont en cours. Donc, on approuve les vaccins sur la base de certaines études, mais ces études-là continuent et fournissent encore de l'information sur les produits. Et ça fait partie souvent des conditions qu'on associe à l'autorisation qu'on donne. Donc, on demande aux compagnies de continuer à nous fournir des données. Aussi, il y a des études à venir sur les sous-populations. Les études, par exemple, qu'on a eues actuellement pour l'approbation n'incluent pas nécessairement toujours toutes les sous-populations, les enfants, les femmes enceintes, par exemple. Donc, les compagnies ont des plans d'études, c'est-à-dire vont faire des études éventuellement. Donc, on leur demande évidemment de nous fournir cette information-là, puisque ces gens-là, évidemment, bénéficient aussi, comme tout le monde, ou pourraient bénéficier de la vaccination. Santé Canada aussi, sur le plan de l'innocuité, travaille avec l'Agence de la santé publique du Canada sur l'évaluation de l'innocuité des vaccins. Donc, les fabricants, par exemple, doivent rapporter les effets secondaires qui leur sont rapportés à Santé Canada. Et aussi les provinces et territoires qui sont responsables des programmes de vaccination dans les provinces aussi, rapportent les effets secondaires qui sont observés lors des programmes de vaccination. Ce qui veut dire que lorsque ces évaluations sont faites sur l'innocuité des vaccins, une fois que les vaccins sont déployés, ce qui veut dire qu'on peut aussi faire des modifications à l'étiquetage et rajouter cette information-là. Donc, on est en mesure d'ajuster l'information et d'informer encore mieux les utilisateurs des effets secondaires des produits. Quand je parlais un peu plus tôt des études des sous-populations qui vont éventuellement être terminées, ces études-là vont nous être soumises et c'est à ce moment-là seulement qu'on pourrait être en mesure de modifier l'étiquetage. Donc, ces études-là devront être évaluées, puis c'est à ce moment-là que Santé Canada sera en mesure de pouvoir modifier l'étiquetage et approuver, si vous voulez, des indications pour les sous-populations. Prochaine diapo. Alors ici, tout simplement pour vous donner des liens auxquels vous pouvez procurer de l'information supplémentaire sur les vaccins. Par exemple, sur les produits autorisés contre la COVID, incluant les vaccins.
On a un autre site aussi qui donne l'information détaillée sur la réglementation pour les professionnels de la santé et autres d'histoire, incluant les citoyens, finalement. Il y a de l'information pour tous les niveaux. Sur ce site-là, par exemple, il y a la monographie de produits, l'information des consommateurs. Donc, il y a quand même pas mal d'informations sur ce site-là. Et dernièrement, finalement, je vous donne un lien ici sur le tableau de bord qui est finalement le dashboard, qui est finalement l'espèce de rapport hebdomadaire sur les effets secondaires qui sont rapportés pour les vaccins. Et sur ce site-là, d'ailleurs, il y a beaucoup plus que ça. Il y a toutes sortes d'informations épidémiologiques sur la COVID. Donc, un site qui, à mon avis, est assez intéressant pour tout le monde. Alors, est-ce que j'ai parlé un peu trop? On est rendu à... Pas du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Boutier. On passe maintenant à la séance de questions et réponses. J'aimerais rappeler aux participants que cette activité se déroule en direct et sera enregistrée et publiée sur le site web du CCNMI suite à cette présentation. Pour poser des questions, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet « Questions et réponses » au bas de votre écran. Vous pouvez également émettre une question qui est déjà posée afin d'augmenter les chances que celle-ci soit abordée par notre conférencier. Notre première question, Dr. Boutier, quels sont les nouveaux vaccins en cours de mise au point et quand d'autres versions seront-elles approuvées? Bon, comme vous savez, présentement, nous avons déjà approuvé les 2 vaccins à base d'ARN, les vaccins de Moderna et de Pfizer, qui sont finalement des nouvelles technologies qui semblent très, très bien fonctionner. On a vu le niveau d'efficacité de ces vaccins-là est très élevé. On a trouvé ça même surprenant, mais on est très heureux d'avoir des vaccins qui démontrent une telle efficacité. Aujourd'hui, on vient d'approuver le vaccin d'AstraZeneca, qui est aussi un vaccin qui a déjà été utilisé, si je comprends bien, déjà près de 50 millions de doses qui ont été déjà données dans le monde, donc c'est assez énorme. Donc, on commence à avoir beaucoup d'informations sur ce vaccin-là. C'est le principe, c'est l'utilisation d'un adénovirus qui est modifié, qui lie finalement l'oligonucléotide aux cellules qui produisent l'antigène, donc un mécanisme un peu différent. Présentement, on travaille aussi, comme vous le savez, sur le vaccin de Johnson & Johnson. D'ailleurs, aujourd'hui, la FDA avait une rencontre importante d'experts qui discutaient finalement les résultats du vaccin. Donc, on travaille très, très activement sur ce vaccin-là, même les fins de semaine. Vous savez qu'on veut donner accès le plus tôt possible au vaccin aux Canadiens. On en a besoin, on le sait, donc on est très, très actif sur ce dossier-là. Novavax, qui est un autre vaccin qui est en cours de revue, mais disons qu'on est un peu plus, dans le cas de Novavax, là, on a plus de données préliminaires. On aura des données plus importantes, cliniques, plus tard, c'est-à-dire probablement vers le mois d'avril. Mais on a quand même commencé à regarder les données. Donc, c'est un peu ce qui s'en vient là, dans les prochains mois. Là. Super. Certains patients auront peut-être des préoccupations concernant le processus d'examen accéléré. Ouais. Que pouvons-nous dire, c'est-à-dire les fournisseurs de soins de santé, pour leur assurer que les mêmes normes élevées ont été maintenues compte tenu du temps que prend normalement le processus? Bon, il faut bien comprendre que le processus accéléré, comme j'expliquais un peu, ça se base sur la revue en continu des données. C'est-à-dire qu'en temps normal, lorsqu'une compagnie a tout fait ses études, ils nous soumettent l'information et on évalue l'information. Puis ça, c'est une revue qui peut prendre jusqu'à 300 jours. Dans le cas actuel, évidemment, dans la pandémie, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit les données à mesure, que les données sont prêtes. Donc, par exemple, les études chez l'animal, on peut les évaluer, on les a déjà. On peut commencer à les évaluer, à faire des rapports sur ces études-là. Donc, ça nous permet de prendre l'avance. Alors, quand les études cliniques sont prêtes, les études pivots qui confirment l'efficacité du vaccin,
On a déjà ça de fait. En plus, même les études, par exemple, sur l'efficacité des vaccins, on a déjà les protocoles avant de recevoir les données. On a les plans d'analyse statistique. Donc, on a déjà, quand les données arrivent, là, on a déjà une bonne idée de ce qu'on va trouver dans l'étude. Et ce qui nous reste à faire, finalement, c'est à regarder les données seulement. Donc, tout est mis en place pour que ça aille plus vite. Mais je veux dire, l'évaluation est toujours là des données et la qualité des données est toujours là. C'est certain, par contre, qu'on ne voulait pas, dans le cadre d'une pandémie, attendre qu'une étude soit complétée après 1 an ou 2 ans. On va donner accès, évidemment, à des vaccins qui vont faire la différence. Donc, on a établi qu'un suivi de 2 mois serait suffisant pour considérer une autorisation. Et on a des conditions avec les compagnies qui nous permettent d'obtenir des données supplémentaires, des données à long terme, sur l'efficacité à long terme, sur l'innocuité à long terme. Donc, on demande aux compagnies de nous fournir ça éventuellement. Donc, ça nous permet finalement de suivre l'efficacité et l'innocuité du vaccin en continu. Donc, les données sont toujours là, les standards d'évaluation sont toujours là, mais on met des conditions parce qu'évidemment, on veut donner un accès plus rapidement dans le contexte de la pandémie. Formidable. Encore une petite question. Quelles données préliminaires avons-nous pour suggérer que des effets indésirables à long terme sont peu probables? Oui, bien là, on commence à connaître évidemment comment les vaccins en général fonctionnent, tout ça. Dans le cadre des études qui nous sont soumises, comme je le disais, on a déjà 2 mois de suivi sur les patients, ce qui n'est pas rien. Et il ne faut pas oublier qu'on a des milliers de patients dans ces études-là. Les Moderna, Pfizer, c'est 30 000. Janssen, je pense qu'on est il y a 44 000 patients dans l'étude. Donc, on commence à avoir il y a des milliers de patients dans les études. Fait qu'on commence à avoir une bonne idée des effets secondaires possibles. Évidemment aussi, sur la base de l'expérience qu'on a avec d'autres vaccins, bien, on peut spéculer que, bon, après 2 mois, on a une bonne idée des effets secondaires des vaccins. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des variantes du virus et la manière dont Santé Canada en tient compte dans le processus d'examen des vaccins? Oui, c'est certain que dans le cas de ce virus-là, du coronavirus, on sait que c'est un vaccin qui change constamment. Donc, il y a des variantes qui vont continuer à apparaître, ça c'est clair. Et il arrive un point où le virus change tellement, où là, il peut y avoir perte d'efficacité des vaccins. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux compagnies de faire un suivi. On sait d'ailleurs qu'il y a déjà des compagnies qui travaillent sur des changements, si vous voulez, à leur formulation de vaccins pour pouvoir avoir des vaccins qui vont être efficaces contre les variants. On a déjà quelques variants là, qui ont été identifiés en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, au Brésil. Alors, des compagnies sont au fait de ça. Évidemment, on travaille aussi avec l'Organisation mondiale de la santé. On est en discussion avec nos partenaires réglementaires. Donc, c'est quelque chose qu'on suit, évidemment, au quotidien. Et, mais par contre, la chose que je peux dire, c'est qu'il y a des vaccins qui existent, qui ont déjà montré une certaine efficacité, par exemple, contre les variants. Mais on sait que pour certains vaccins, il semble que il y a moins d'anticorps neutralisants, tout ça, donc il y aura peut-être des ajustements à faire. Mais on demande aux compagnies de s'assurer que leur produit est efficace contre les variantes en émergence et ceux qui semblent évidemment problématiques. Formidable. Une dernière question. Quelles sont les chances que ces vaccins seront des vaccins annuels, comme le vaccin pour la grippe, par exemple? Oui, c'est certain que tout le monde en parle un peu. Est-ce qu'on fait face à quelque chose qui va ressembler à la grippe avec des ajustements de vaccins à chaque année pour faire face justement à des nouvelles souches ou des nouveaux variants? C'est possible. C'est possible, mais en ce moment, on espère tous que c'est pas le cas et qu'on va réussir à juguler la propagation de ce virus-là, y compris des variantes, comme on dit. Si on pouvait les tuer dans l'œuf avec la vaccination, ça réglerait beaucoup de problèmes. Mais c'est pas impossible qu'on soit obligé
de développer d'autres vaccins et que ça devienne possiblement, que ça pourrait devenir des vaccins annuels. C'est pas impossible, mais on l'espère pas. Formidable. Je vous remercie beaucoup, Dr. Bouthier, de nous avoir parlé aujourd'hui de votre travail à Santé Canada. Je sais que vous êtes bien occupé à analyser encore des données par rapport aux demandes d'approbation en cours. Et donc, je vous laisse retourner à ce travail important. Merci. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est maintenant au tour du Dr. Jesse Papenburg de s'exprimer. Le Dr. Papenburg est pédiatre, microbiologiste infectiologue et épidémiologiste au Centre universitaire de santé McGill. Il est également membre du Comité consultatif national de l'immunisation, le CCNI. Le Dr. Papenburg et les autres membres du comité ont pour tâche de faire des recommandations sur l'utilisation des vaccins au pays. À vous, Dr. Papenburg. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vais faire une présentation sur le rôle du Comité consultatif national de l'immunisation, le CCNI, dans la planification de la vaccination contre la COVID-19. En termes de déclaration de conflit d'intérêts potentiel, j'ai eu des relations avec des compagnies qui travaillent dans le domaine soit du diagnostic, de la prévention ou du traitement des infections virales respiratoires, mais aucun de ces honoraires ou de ces subventions sont liés à la COVID-19. Alors, les objectifs de cette présentation sont de, premièrement, présenter un aperçu du CCNI du Canada et de son rôle dans la planification de la vaccination contre la COVID-19. En particulier, on va discuter du rôle du CCNI ainsi que du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires dans l'approvisionnement du Canada en vaccins. On va discuter du processus suivi par le CCNI en ce qui concerne les déclencheurs, l'adhésion et les données probantes. On va parler des orientations du CCNI sur les vaccins contre la COVID-19. Et nous allons discuter du rôle du CCNI dans l'élaboration du Guide canadien d'immunisation. Alors, qui participe à l'approvisionnement de la population canadienne en vaccins? En fait, je dirais qu'il y a 3 piliers dans ce processus. Premièrement, Dr. Bouthier nous a très bien expliqué le rôle de Santé Canada en termes d'autorisation des produits de santé au Canada en fonction des données probantes en manière d'innocuité, d'efficacité et de qualité. Et Santé Canada continue de réglementer les produits après les avoir autorisés. Maintenant, l'Agence de la santé publique du Canada joue un rôle important en termes de recommandations. Et c'est le Comité consultatif national de l'immunisation qui formule ces recommandations pour l'Agence de la santé publique du Canada sur l'utilisation des vaccins autorisés chez les personnes au Canada. L'Agence de la santé publique du Canada participe aussi à la surveillance de l'innocuité des vaccins de concert avec les provinces et les territoires. Maintenant, les provinces et les territoires, évidemment, ont la responsabilité de leur programme de vaccination financé par le secteur public, donc par la province, à l'intérieur de leurs frontières. Et ils sont responsables du financement, de la distribution et de l'administration de ces vaccins. Pour la COVID-19, dans le contexte de la pandémie, il y a eu un processus accéléré de mise au point, d'autorisation et de distribution du vaccin contre la COVID-19. Alors, c'est sûr qu'on a entendu déjà beaucoup parler sur le rôle et l'examen par Santé Canada des données précliniques et cliniques
c'est-à-dire préclinique, l'innocuité pour les animaux, validation de certains principes, des études sur des animaux qui continuent, les études cliniques, que ce soit les études de phase préliminaire, phase 1, phase 2. Dans ce cas-ci, il y a eu beaucoup de chevauchements dans les études cliniques pour la COVID-19 donc les études s'agençaient rapidement et ils étaient capables de rapidement évaluer l'innocuité et l'efficacité. Et finalement, les études de phase 3, telles que mentionnées, pour les vaccins ARN incluaient plus de 40 000 personnes par vaccin évalué. Donc, ces données-là sont évaluées par Santé Canada et en parallèle, le CCNI fait aussi son propre travail sur l'examen de ces données-là et d'autres données telles qu'ils deviennent disponibles afin de pouvoir produire des recommandations pour le schéma posologique, les populations du programme et l'analyse du programme. Donc, avec un œil beaucoup plus du côté de la santé publique et moins du côté de l'individu, bien que les deux soient importants, et aussi en tenant compte des enjeux éthiques, d'équité, de faisabilité, d'acceptabilité et de coût. Et comme vous voyez, ces examens du CCNI se font en même temps que ceux de Santé Canada afin qu'on puisse, le plus rapidement possible après l'autorisation d'un produit, publier les recommandations. Donc, par exemple, pour le vaccin d'AstraZeneca, dont l'autorisation a été émise aujourd'hui, vous allez voir bientôt apparaître les recommandations du CCNI par rapport à son utilisation au Canada. Maintenant, pour ce qui est de la planification, de l'approvisionnement, de la distribution, c'est sûr que là, on parle beaucoup d'un rôle non seulement du gouvernement fédéral et de Santé Canada, mais en collaboration étroite avec les provinces et les territoires. Et finalement, il doit y avoir une surveillance post-commercialisation en termes d'innocuité et d'efficacité. Et vous avez peut-être déjà entendu qu'au Québec, en Colombie-Britannique, ces provinces ont déjà réussi à produire des données par rapport à l'efficacité vaccinale sur le terrain. Maintenant, je pense que le rôle les objectifs, les priorités, les données examinées, les pouvoirs de Santé Canada ont déjà été présentés. Alors, ce tableau-ci, on va peut-être plus focuser sur le contraste par rapport au conseil du CCNI sur les vaccins. Donc, l'objectif est de recommander des stratégies de vaccination visant à promouvoir la santé, à prévenir et à contrôler les maladies infectieuses, ainsi qu'à se préparer aux urgences de santé publique et à intervenir en pareil cas. La priorité, c'est vraiment l'utilisation du produit pour les programmes publics. Donc, on voit un enjeu de santé populationnelle et les recommandations en matière de santé de la population viennent vraiment du CCNI, en plus de recommandations de santé personnelle. Les données examinées sont vraiment l'ensemble des données probantes, pertinentes et accessibles sur des vaccins particuliers et des préparations vaccinales similaires dans le contexte des considérations de santé publique, dont les programmes et les calendriers de vaccination existants, le fardeau de la maladie, la répartition de la maladie à travers les différentes populations, ainsi que la gestion des éclosions. Donc, c'est vraiment, on regarde vraiment toutes les données qui peuvent être pertinentes, que ce soit les études précliniques, les études cliniques ou des études sur le terrain, que ce soit menées au Canada ou ailleurs. On a déjà été en contact avec d'autres agences de santé publique, que ce soit le Royaume-Uni, ceux des provinces, afin de pouvoir vraiment utiliser toutes les données possibles pour préparer nos recommandations. Et les pouvoirs, autant de Santé Canada et du CCNI, viennent du ministère de la Santé et du gouvernement fédéral.
Le CCNI peut formuler des recommandations sur les vaccins non autorisés, donc une utilisation off-label, si vous voulez, lorsqu'il existe un besoin manifeste étayé par les caractéristiques du vaccin, l'épidémiologie et une analyse éthique en santé publique. Les groupes techniques consultatifs nationaux pour la vaccination, les GTCV, sont des équipes multidisciplinaires, donc le CCNI, dont le CCNI est un exemple. Ce sont des équipes multidisciplinaires d'experts nationaux chargés de fournir aux responsables politiques et aux gestionnaires de programmes des avis indépendants fondés sur des données probantes sur les questions relatives aux vaccins et aux politiques vaccinales. Les GTCV sont maintenant établis dans plus de 130 pays et l'Organisation mondiale de la santé en recommande la création. Le CCNI est le GTCV au Canada. Il est l'un des GTCV les plus anciens. D'ailleurs, il existe depuis plus de 50 ans. Le CCNI formule des recommandations sur les vaccins dont l'utilisation est déjà ou nouvellement approuvée chez l'humain au Canada. Il s'occupe notamment de déterminer les groupes à risque de contracter les maladies évitables par la vaccination et auxquels devraient s'adresser les programmes de vaccination. Au Canada, la plupart des provinces et territoires disposent également de groupes techniques consultatifs officiels pour la vaccination, donc des GTCV provinciaux ou territoriaux. Et par exemple, au Québec, les travailleurs de la santé doivent suivre les recommandations du Conseil d'immunisation du Québec par rapport aux actes vaccinaux. En 2019, le CCNI a élargi son mandat, qui comprend désormais l'examen des facteurs suivants dans le cadre de ses travaux: éthique, équité, faisabilité, acceptabilité, économie, en plus des enjeux évidemment de innocuité et efficacité. Donc, quels sont les types de données probantes qui sont utilisées par le CCNI et évaluées? Premièrement, c'est certain que le fardeau de la maladie demeure un élément très important. Son efficacité potentielle, l'efficacité potentielle du produit, et ensuite, et ça c'est ce qu'on dirait les évaluations dans les études randomisées contrôlées. Mais ensuite, son efficacité réelle, ce qu'on dirait le vaccine effectiveness sur le terrain, la mesure dans laquelle le vaccin réussit à prévenir la maladie ou une complication de la maladie, parce qu'on peut comprendre qu'il y a différents tissus qu'on peut essayer de prévenir avec les vaccins, que ce soit l'infection en tant que telle ou les manifestations sévères de la maladie, telles hospitalisation ou mortalité. Et l'efficacité réelle, c'est vraiment dans les conditions de terrain, quel est l'impact du vaccin. L'immunogénicité, donc de la réponse immunitaire après la vaccination, l'innocuité, encore là, un élément important du produit vaccinal. Et ensuite, l'éthique, il y a souvent des questions éthiques qui peuvent être soulevées dans un contexte programmatique. L'équité, des enjeux économiques, des analyses de co-efficacité, par exemple, la faisabilité, surtout compte tenu des autres programmes de vaccination qui sont déjà en place. Et finalement, il y a l'acceptabilité au niveau de la population face à un programme de vaccination. Non, le CCNI est composé de membres votants et un président et un vice-président, en fait une présidente et une vice-présidente actuellement, qui sont nommés par l'Agence de santé publique du Canada. Les membres ont un mandat de 4 ans avec possibilité d'un renouvellement, alors que la présidente et la vice-présidente ont un mandat de 2 ans et elles ont la possibilité de 2 prolongations d'1 an. Donc, il y a 15 membres votants, plus le président, et sont nommés en fonction de leur expertise. Et ce sont des experts canadiens dans les domaines de maladies infectieuses chez l'enfant et maladies infectieuses chez les adultes, allergie, immunologie, pharmacie, services infirmiers de santé publique, pharmacoéconomie, santé publique et médecine préventive, épidémiologie et sciences sociales.
Il y a aussi 9 représentants de liaison qui n'ont pas de droit de vote, mais qui s'intéressent à la vaccination ou qui jouent un rôle, par exemple, l'Association canadienne de santé publique, le Conseil des médecins hygiénistes en chef, la Société canadienne de pédiatrie, l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Canada, le Collège des médecins de famille du Canada ont tous des membres qui ont un rôle de liaison lors des rencontres avec la CNI. Il y a aussi 6 représentants fédéraux d'office sans droit de vote de l'Agence de santé publique du Canada, Santé Canada, Service autochtone Canada, Défense nationale et Forces armées canadiennes. En termes de conflit d'intérêts, au début de chaque réunion du CCNI et de chaque réunion d'un groupe de travail, les membres font part de leurs conflits d'intérêts pertinents. Les membres déclarent au secrétariat du CCNI tout nouvel intérêt pertinent lorsqu'il survient. Les membres doivent remplir une déclaration d'intérêt annuelle. Le CCNI évalue ces déclarations afin de détecter des conflits potentiels à l'aide d'un outil bien établi de l'Agence de santé publique du Canada. Et en cas de conflit d'intérêts, des stratégies de gestion sont appliquées. Par exemple, un membre qui a des conflits importants pourrait avoir une interdiction de diriger certains groupes de travail ou de voter sur certains sujets. Maintenant, le CCNI, les vaccins contre la COVID-19. Alors, nous fournissons aux cliniciens ou aux décideurs de santé publique des orientations sur différents aspects des vaccins contre la COVID-19. Il y a eu plusieurs publications déjà et ces activités-là, on pourrait dire qu'elles sont terminées. On a publié les priorités en matière de recherche et d'essais cliniques pour les vaccins contre la COVID-19, des orientations préliminaires sur les principales populations immunisées en priorité, et aussi des orientations sur l'administration prioritaire des premières doses du vaccin contre la COVID-19. Et des activités qui sont toujours en cours sont les orientations en cours sur les vaccins relativement à l'immunisation de la COVID-19 et à des produits particuliers. Donc, c'est un document qui est réévalué régulièrement. Et les orientations mises à jour sur les principales populations à immuniser contre la COVID-19 sont aussi en révision. Alors, le CCNI, les vaccins contre la COVID-19, cette déclaration actuelle sur les vaccins, les recommandations sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 est mise à jour à fur et à mesure qu'il y a des données importantes qui changent les recommandations sur les utilisations des vaccins autorisés. Donc, dernièrement, les mises à jour se font surtout lors de nouvelles approbations au Canada et de nouvelles recommandations sont émises à ce moment-là. Et aussi, à fur et à mesure que les données sur les vaccins et sur l'épidémiologie de la maladie évoluent. Ensuite, vous voyez que sur le site web, il y a aussi les déclarations sur les priorités qui ont été mises à jour avec le temps et les documents archivés, par exemple, la déclaration sur les priorités de recherche et des lignes directrices qui sont encore valides et sont présentées. Maintenant, ce document sur les orientations sur les vaccins contre la COVID-19 sont disponibles et accessibles sur le site web du CCNI. On y trouve notamment des renseignements à jour sur des sujets qui sont quand même des sujets très pertinents pour les personnes qui administrent les vaccins. Par exemple, l'administration des vaccins, on fait des recommandations, je dirais, assez terre à terre et techniques afin de faciliter de la transmission d'informations pour les personnes qui font l'acte de vaccination. Mais on émet des recommandations sur des questions d'importance telles les intervalles prolongés entre les doses, les vaccins et les allergies, la prise en charge de l'anaphylaxie, la vaccination des femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que l'interchangeabilité ou pas des vaccins autorisés. Donc, je pense que cette figure vraiment démontre l'idée que la déclaration de base du CCNI par rapport sur les vaccins contre la COVID-19
est un document évolutif. Et dans ce sens-là, ça intègre des éléments du Guide canadien d'immunisation. Donc, aussitôt qu'il y a un élément déclencheur, tel qu'une nouvelle recommandation, on fait des mises à jour du document évolutif et tout ça se fait intégrer dans le plan du travail périodique du CCNI afin qu'il y ait des mises à jour soient tenues régulièrement. Maintenant, le Guide canadien d'immunisation, c'est une ressource exhaustive sur l'immunisation au Canada. Il a été élaboré en fonction des recommandations des déclarations de comités consultatifs spécialisés, dont le CCNI et d'autres, tels le comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages. Ce guide s'adresse à tous les professionnels de la santé et aux décideurs des programmes de vaccination et à d'autres intervenants canadiens qui ont affaire aux vaccinations. Donc, c'est vraiment un guide très pratique qui comporte plusieurs chapitres qui sont mis à jour régulièrement à fur et à mesure que les besoins se présentent par rapport à de nouvelles données. Vous pouvez justement vous abonner à travers le site web afin de recevoir des notifications lorsqu'il y a une mise à jour du Guide canadien d'immunisation. Et finalement, je vous présente ici d'autres ressources supplémentaires disponibles sur le web, telles le Guide canadien d'immunisation, une liste complète des déclarations du Comité consultatif national de l'immunisation, ainsi que le site web de l'Agence de la santé publique du Canada. Merci beaucoup, Dr. Papenburg. Passons maintenant à la séance de questions-réponses. Je rappelle aux participants que cette activité se déroule en direct et l'enregistrement sera publié sur le site web du CCNMI suite à cette présentation. Pour poser des questions, cliquez sur l'onglet « Questions et réponses » au bas de votre écran. Vous pouvez également aimer une question posée afin d'augmenter les chances que celle-ci soit abordée par notre conférencier. Dr. Papenburg, est-ce que le CCNI communiquera des recommandations précises pour chaque vaccin contre le 19 ayant reçu une approbation provisoire ou seulement après l'approbation entière de Santé Canada? Non, comme vous avez vu, nous avons déjà émis des recommandations pour tous les vaccins qui ont reçu cette autorisation préliminaire de Santé Canada. Et ça sera ainsi pour tous les produits à fur et à mesure qu'ils sont mis disponibles pour les Canadiens et les Canadiennes. D'accord. Est-ce qu'on peut rassurer les gens en ce qui concerne la sécurité et l'efficacité du vaccin, surtout en raison du manque de données sur la sécurité à long terme? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Oui, effectivement, et je pense que c'est une question valable et le docteur Boutier a quand même aussi répondu un peu à ça en disant que on a quand même des bases de données importantes avec des dizaines de milliers de participants dans les études randomisées qui ont été suivies pendant plus de 2 mois. Donc, c'est quand même une période qui est non négligeable. Et c'est durant cette période-là qu'on s'attendrait à voir les manifestations d'effets secondaires dus à la vaccination. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres effets secondaires qui se manifesteraient plus tard? On n'a pas de raison d'y croire d'emblée, étant donné quand même l'expérience qu'on a avec ces vaccins, les vaccins en général, mais aussi qu'il faut dire que c'est les vaccins ARN et les vaccins à vecteurs adénovirus. Oui, ce sont la première fois qu'ils sont autorisés au Canada, mais il y a eu d'autres vaccins basés à ARN et vaccins basés sur des vecteurs adénovirus qui ont été étudiés et on a quand même pu suivre ces personnes-là pendant des périodes de temps importantes. Donc, on n'a pas de signal que ces plateformes de vaccination devraient avoir d'autres types d'effets secondaires que, disons, les plateformes de vaccination plutôt traditionnelles qu'on connaît mieux déjà. D'accord. Donc, il n'y a aucune raison de s'attendre à des surprises. Non. On n'aime pas les surprises, mais non, on n'aime pas les surprises.
Est-ce que vous pouvez parler de données concernant la population pédiatrique? Est-ce que c'est possible qu'on leur propose bientôt la vaccination? C'est une question intéressante. D'ailleurs, je suis pédiatre infectiologue, donc c'est une population qui me tient à cœur. Et en pédiatrie, on est quand même chanceux qu'on n'a pas le même fardeau de maladie que chez l'adulte, particulièrement chez les personnes plus âgées. Les hospitalisations sont quand même relativement rares au Canada pour soit une COVID aiguë ou les manifestations quand même relativement sévères d'un syndrome inflammatoire post-COVID quelques semaines après l'infection. Ce sont des manifestations qui peuvent être sévères chez l'enfant, mais qui demeurent quand même peu communs. Donc, ça, c'est la première chose pourquoi il n'y a pas un sentiment d'urgence par rapport à la vaccination en pédiatrie. Mais l'autre chose, c'est qu'on n'a pas encore les données. Les vaccins homologués ont été jusqu'à présent chez les 16 ans et plus. On sait que les vaccins ARN, en ce moment, ils sont en train d'être étudiés chez les 12 à 15 ans. Donc, peut-être, si la fin de 2021, on pourrait commencer à vacciner les jeunes adolescents aussi, si on est rendu là dans nos priorités. Mais pour ce qui est des enfants en bas de 12 ans, je ne m'attends pas à avoir de vaccins disponibles avant 2022. 2022, parfait. Est-ce que vous auriez des données sur les femmes enceintes ou celles qui allaitent? Encore là, c'est un groupe qui est quand même particulier. On sait que les femmes enceintes, elles sont quand même potentiellement un peu à risque élevé de faire une COVID-19 plus sévère qu'une femme du même âge qui n'est pas enceinte. Ce sont quand même des données épidémiologiques qui sont en évolution. Mais en ce moment, on n'a pas de données par rapport à l'innocuité du vaccin ni de son efficacité dans ces contextes-là. Cela étant dit, on n'a pas de raison biologique pour croire que ces vaccins auraient un effet nocif soit sur la femme enceinte ni sur le bébé qu'elle porte, mais ça demeure quand même une population qui doit être étudiée et je ne m'attends pas à ce qu'on ait des résultats avant la fin de l'année non plus. Parfait, merci. Vous avez mentionné que le CCNI recommande le vaccin contre le coronavirus aux personnes ayant déjà été infectées. Existe-t-il des données sur l'immunisation des personnes qui ont des séquelles à long terme et qui ne sont pas encore totalement rétablies, les personnes asymptomatiques? Bon, c'est une question intéressante parce que effectivement, le CCNI et la plupart des provinces ont décidé de quand même vacciner les gens qui ont une documentation d'infection à COVID-19 antérieure. Bien que cette infection, normalement, on apprend de plus en plus sur la durée de l'immunité de l'infection naturelle et maintenant on voit qu'après même 9 mois, il y a quand même des évidences de protection, soit par des anticorps ou l'immunité cellulaire. Donc, l'infection elle-même produit une protection importante et de assez longue durée. On vaccine en partie parce que c'est très difficile de discerner qui a été infecté, qui n'a pas été infecté. Donc, au niveau programmatique, la logistique de ça et de dire on ne vaccine pas ceux qui ont été infectés, c'était potentiellement compliqué. Mais il reste quand même que l'individu peut décider d'attendre quelques mois après son infection avant de se faire vacciner. On le mentionne dans le document. Mais pour les personnes qui ont des symptômes à long terme, ce qu'on appelle la longue COVID, non, on n'a pas de données ces gens-là n'étaient pas dans les études randomisées. Donc, je pense que c'est vraiment une décision qui devrait être prise avec son vaccinateur ou avec son médecin et regarder un peu les risques de la personne à contracter la COVID-19 de nouveau par rapport à l'incertitude vis-à-vis de l'inocuité dans ce contexte-là. D'accord. D'après les données rendues publiques jusqu'à présent, il semble clair que l'efficacité clinique des vaccins de Pfizer
et de Moderna sera supérieure à celle des autres vaccins à venir, par exemple Novavax, Johnson Johnson, que devrions-nous dire aux patients qui craignent de recevoir un vaccin moins efficace lorsque les nouveaux vaccins seront approuvés? C'est une excellente question et il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça, même au sein du CCNI. Mais je pense que, premièrement, au niveau populationnel, c'est clair que administrer le plus de vaccins possible va protéger tout le monde mieux. Et il y aura plus de protection au niveau de la population, il y aura moins d'hospitalisation, moins de cas, même si on utilise des vaccins qui sont quand même un peu moins efficace. On parle de peut-être 70 au lieu de 92 Mais quand on pense à 70 pour efficacité vaccinale, c'est quand même bien. Et si on pense à nos vaccins contre la grippe, une bonne année, c'est 70 d'efficacité vaccinale. Et on encourage l'utilisation de le vaccin antigrippal. Donc, 70 de protection, c'est mieux que zéro. Et en ce moment, alors qu'il y a encore beaucoup de circulation de coronavirus dans la population et qu'on craint le développement des nouveaux variants, je crois que non seulement pour l'individu, mais pour la population, se faire vacciner avec le plus rapidement possible avec le produit qui est disponible, c'est le meilleur choix. Super. Est-ce qu'il y a des nouvelles données qui pourraient suggérer que le vaccin prévient l'infection et réduit le risque de transmission du virus? Oui, c'est intéressant parce que les études randomisées n'étaient pas effectuées avec comme objectif primaire d'évaluer cette issue d'infection asymptomatique ni de transmission. Mais il y a eu au moins dans une étude, l'étude de Moderna, où est-ce qu'on a pu évaluer ça parce qu'avant la deuxième dose, tous les participants, qu'ils soient symptomatiques ou pas, ont été testés par PCR dans les sécrétions nasopharyngées et on a pu voir que le vaccin semblait diminuer l'acquisition de l'infection, même asymptomatique, par quelque part entre 1/3 et 2/3 d'efficacité vaccinale. Mais l'étude n'était pas construite pour évaluer ça. Donc, on a des données préliminaires qui suggèrent que ça diminue le risque d'infection, mais pas à 100%. Ça, c'est clair. Donc, l'implication de ça, c'est que même une personne qui est vaccinée, dans le contexte de circulation de la COVID-19 telle qu'elle est actuellement, doit continuer à se protéger et à suivre les recommandations de la santé publique parce qu'elle peut être infectée et si elle devient infectée, elle pourrait transmettre le virus à d'autres personnes. Formidable. Une dernière question. Vous avez parlé d'une foule de ressources sur le site web du Comité consultatif national sur l'immunisation. Évidemment, pour les fournisseurs de soins de santé, ils peuvent s'y référer pour répondre aux questions de leurs patients. Mais est-ce que c'est possible de s'inscrire à une publication, une notification, lorsque vous avez des mises à jour pour justement que cette information soit transmise le plus rapidement possible aux fournisseurs de soins de santé? Absolument. Et avant même que je sois sur le Comité consultatif national de l'immunisation, j'étais déjà inscrit pour recevoir les mises à jour parce que ça arrive de façon quand même assez fréquente pour les différents chapitres du Guide canadien de l'immunisation. Donc, sur le site web, on peut cliquer et mettre son courriel et recevoir les notifications et toujours être à jour de toutes les nouveautés. Formidable. Dr. Papenburg, je vous remercie beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bye. Notre dernier conférencier occupe le poste de directeur scientifique par intérim du Laboratoire national de microbiologie ici à Winnipeg. Le LNM fait partie de l'Agence de la santé publique du Canada. J'invite maintenant le Dr. Guillaume Poliquin à prendre la parole. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Je vais juste partager mon écran.
Parfait. Donc, Stéphane, est-ce que vous voyez la projection? C'est parfait. On voit très bien. Excellent. Parfait. Donc, bonjour à tous. Bon après-midi. Bon matin, dépendant de d'où vous nous rejoignez. Donc, on a entendu parler du processus de homologation et des évaluations de Santé Canada, ainsi que le processus du comité par rapport aux immunisations et les recommandations. Donc, maintenant, aujourd'hui, pour le dernier volet de la présentation aujourd'hui, j'aimerais parler un peu des vaccins contre la COVID-19. On a entendu parler de beaucoup de technologies différentes, beaucoup d'approches, et pouvoir vous mettre à l'idée un peu la différence entre les différentes technologies. Donc, point de vue déclaration d'intérêt, je suis un chercheur qui se penche sur les questions de vaccins, incluant le vaccin contre l'Ebola et l'hépatite B, mais je travaille sous les sciences du Canadian Immunization Research Network et je n'ai donc un peu pas affaire directement aux compagnies pharmaceutiques. Comme la présentation aujourd'hui va être divisée en deux volets. Un, on va parler un peu de la protéine de spicule, qui est l'antigène utilisé pour la plupart des vaccins en développement, et à la suite, nous allons faire un contraste des technologies différentes et des plateformes qui pourraient être offertes au Canada dans les prochains mois. Donc, en première place, la spicule, ou donc l'immunogène du vaccin pour la COVID-19. Donc, on voit ici sur la diapositive une représentation du virus SARS-CoV-2. On voit qu'il y a plusieurs petits globules finalement à la surface. Et ces globules représentent la spicule, qui est finalement l'immunogène ou la cible de la plupart des vaccins qui sont en développement. Et la raison pour ça, c'est qu'on voit qu'ils sont à l'extérieur, à la surface du virus, donc accessibles aux anticorps fabriqués par le corps humain. Et ils sont en abondance. Donc, cela représente finalement une cible naturelle pour le développement d'un vaccin. C'est aussi important de se souvenir que la spicule elle-même joue un rôle essentiel dans le cycle de vie du virus, étant nécessaire finalement pour l'interaction entre le SARS-CoV-2 et sa cible à la surface de la cellule. Donc, c'est la spicule qui permet au virus d'agripper le ACE2 membranaire, qui est le récepteur qui est utilisé par le virus. Donc, si on est capable de bloquer cette interaction, même si l'anticorps ne détruit pas nécessairement le virus lui-même, il prévient l'infection des cellules et donc interrompt le cycle de reproduction du virus. Aussi important de faire un rappel sur comment, en général, fonctionnent les vaccins. Donc, le but, finalement, d'un vaccin, c'est de présenter au corps et au système immunitaire une partie du virus ou finalement de la cible du vaccin à l'avance d'une infection naturelle. Cela permet au corps d'avoir une réponse immunitaire qui est dirigée vers l'immunogène qui est donné. Et donc, ce qu'on voit ici dans la diapositive, c'est en première place la réponse primaire, là où le corps développe une première série d'anticorps et se prépare à une future, à être exposé dans le futur au virus lui-même.
on voit que les anticorps à la suite de la première du vaccin ont tendance le taux d'anticorps descend, mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. C'est qu'il y a une conversion finalement à une réponse mémoire. Donc, le corps, les cellules immunitaires se souviennent d'avoir été exposées à cet immunogène. À la suite, une fois réexposé au virus, on voit une réponse anamnestique qui permet l'élaboration rapide de beaucoup d'anticorps et aide donc le corps à répondre plus rapidement à une infection naturelle qui vient à la suite du vaccin. Et ce principe est à la base de presque tous les vaccins qui sont couramment utilisés, non seulement le SRAS-CoV-2, mais des choses comme la varicelle, par exemple. Donc, on sait finalement que la cible qu'on veut, c'est pour le SRAS-CoV-2, c'est la spicule. Et donc, il faut trouver une manière d'administrer au corps humain la spicule. Il y a différentes étapes pour le faire. Et pour mettre ça en contexte, on se souvient que l'élaboration d'une protéine commence au niveau soit de l'ADN ou de l'ARN. Et la première étape est la transcription des gènes en ARN messager. Une fois transcrit en ARN messager, l'ARN messager est envoyé à la machinerie cellulaire qui traduit l'ARN, le code génétique en protéines. Et ensuite, une fois ce processus complet, la protéine est envoyée finalement, et soit assemblée dans un virus, et ensuite le virus est relâché. Donc, quand ça en vient au développement de vaccins, il y a plusieurs approches différentes qui peuvent finalement générer la protéine de spicule à partir de ces 3 niveaux de travail. Donc, les technologies de vaccins utilisent finalement les 3 étapes. Donc, dépendant du vaccin, soit c'est de l'ADN qui code la spicule qui est donné, soit l'ARN messager qui est administré, ou la protéine elle-même peut être donnée ou est présentée au système immunitaire au travers de vaccins. Et chaque approche a ses pour et ses contre. Important de signaler qu'il y a aussi des importantes différences technologiques parce que pour pouvoir finalement envoyer du matériel comme de l'ARN messager ou de l'ADN à travers la cellule, il y a plusieurs membranes cellulaires à traverser. Et le moyen de traverser ces membranes utilise des nouvelles technologies, incluant des choses comme des nanoparticules lipidiques qui peuvent être plus difficiles à conserver. Et de là vient certaines des conditions de storage qui sont, ou d'entreposage plutôt, des vaccins qui sont assez complexes. Donc, au Canada ici, le Canada a conclu plusieurs ententes de principe avec des entreprises pour des vaccins candidats. Et on a vu que maintenant, au travers les derniers mois, il y a eu des autorisations, incluant aujourd'hui le produit de AstraZeneca. Et il y a d'autres produits candidats ou vaccins candidats qui sont sous étude par Santé Canada à l'avance d'une homologation potentielle des différentes technologies. En général, les 3 grandes technologies ou catégories de technologies qui sont sous considération incluent les sous-unités protéiques, l'ARN messager et les vecteurs viraux. Et les prochaines diapos se penchent sur ces différentes technologies. Donc, comme j'avais signalé
vous discutez il y a quelques diapos. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est finalement de livrer soit de l'ADN, soit de l'ARN messager ou des protéines pour permettre l'élaboration de la spicule et ensuite permettre au système immunitaire de répondre à cette spicule en particulier. Donc, ici, on voit un vaccin à particules protéiques. Et donc, ici, on livre la protéine complètement prête. Et donc, pour ce faire, les protéines sont faites au laboratoire et peuvent être livrées de deux façons, soit en protéines nues, si vous voulez, ou accompagnées d'un adjuvant, ou peut être livré en pseudoparticules. Pour les protéines qui sont livrées en mode nature, si on veut, un des avantages ici, c'est une technologie de vaccin qui est très bien établie et entraîne en général une réponse assez robuste du système immunitaire. Et on voit que Novavax et Sanofi étudient ce type de vaccin. Un des désavantages, cependant, c'est qu'ils sont longs à fabriquer parce que l'élaboration de la protéine, ensuite de la purification et toutes ces étapes sont relativement complexes et donc entraînent un temps de production qui est relativement long comparé à d'autres technologies en développement. Ces protéines peuvent aussi être livrées non seulement avec juste un adjuvant, mais aussi peuvent être assemblées en particules pseudo-virales. Et dans ce cas-ci, la particule elle-même, la protéine elle-même est modifiée à sa base, ce qui permet le développement d'une particule qui ressemble fortement à un virus naturel. On voit ici sur cette illustration que la particule pseudovirale ressemble beaucoup au SARS-CoV-2 naturel. Cependant, elle ne contient aucun matériel génétique, donc elle n'est pas capable de se reproduire. Encore là, c'est une technologie établie et ça permet d'entraîner une forte réponse immunitaire aussi. Un des avantages dans ce cas-ci, c'est que plusieurs copies de l'antigène sont livrées et que finalement l'apparence de la pseudo-particule ressemble plus à une particule virale naturelle et donc un avantage potentiel, mais reste à déterminer si cela affecte vraiment le taux de protection ou non. Et ce type de technologie est sous développement par les compagnies comme Medicago. Maintenant, en ce qui vient au vaccin à base d'ARN messager, donc ça, c'est représentant des technologies développées par Moderna et Pfizer-BioNTech. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas la protéine elle-même qui est livrée, c'est l'ARN messager qui est livré à la cellule. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'ARN est encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, et ce qui permet aux particules de s'insérer au travers de la membrane cellulaire. Une fois rendu là, la machinerie cellulaire reconnaît l'ARN messager et commence le processus de traduction en protéines. Et cette protéine est ensuite acheminée à la surface cellulaire, là où elle peut être reconnue par les particules, par le système immunitaire et cellulaire et humoral. Un des avantages ici, c'est que la synthèse de l'ARN messager est un processus assez rapide comparé à la synthèse de protéines. Et donc, on voit qu'avec la rapidité du développement des vaccins ARN jusqu'à date, que ça a un effet positif sur le temps de production.
Et un des autres avantages, en théorie, c'est que l'ARN messager peut être modifié relativement facilement pour le développement de nouveaux produits. La technologie elle-même est relativement jeune. Cependant, elle a été utilisée depuis plusieurs années pour le développement de nombreux candidats pour d'autres vaccins ou d'autres infections émergentes. On pense au Zika, par exemple. Mais cette technologie, en ce moment, est utilisée pour la première fois à grande échelle. Et finalement, les vaccins à vecteurs viraux, eux, à la place de livrer de l'ARN messager, livrent l'ADN lui-même. Donc, ça peut être la méthode de livraison ici, c'est un vaccin à vecteur non réplicatif, plutôt c'est un vecteur non réplicatif qui contient finalement le matériel à l'intérieur d'une capsule. Et la capsule, elle, est capable de traverser non seulement la membrane cellulaire, mais la membrane du noyau, là où elle livre l'ADN, qui est ensuite traduit en ARN messager. L'ARN messager, lui, est envoyé dans le cytosol ou à l'extérieur du noyau cellulaire. Et là, le processus de traduction suit finalement la même approche que pour l'ARN messager. Et la spicule est ensuite livrée à la surface cellulaire, là où elle peut être détectée par le système immunitaire. Ici, on voit aussi un avantage au point de vue la rapidité de production comparée à l'élaboration de protéines. Cependant, il y a un désavantage en moins théorique et la préexistence finalement de réponse au vecteur lui-même. Donc, s'il y a eu beaucoup de sensibilisation chez quelqu'un au vecteur lui-même ou à un vecteur similaire, en théorie, le système immunitaire pourrait empêcher le vecteur d'infecter les cellules et de pénétrer les cellules pour livrer son ADN. En grande partie, c'est un risque théorique qui n'a pas nécessairement été démontré, mais c'est important de se souvenir que c'est un risque potentiel. Et ce vecteur viraux sont la technologie utilisée par AstraZeneca, qui est très topique pour aujourd'hui, ainsi que le produit de Janssen. Donc, voilà finalement un aperçu des technologies elles-mêmes. On voit ici une diapositive qui permet finalement juste de toucher sur comment est-ce qu'on évalue un vaccin au point de vue efficacité. Ici, on voit et un placebo et un vaccin administré à une population. Donc, dans la population, donc la même population finalement est divisée en deux groupes. Un reçoit le placebo, l'autre reçoit le vaccin. Et ensuite, cette population vaccinée est étudiée pour des semaines ou des mois selon l'essai clinique. Et ensuite, on compte le nombre de personnes qui sont infectées ou malades. Donc, on voit ici que dans le groupe qui a été vacciné, seulement une personne est tombée malade, tandis que dans le groupe placebo, 7 sur 8 sont tombés malades. Donc, on compare le groupe vacciné au groupe placebo, ce qui nous donne une efficacité dans cet exemple-ci de 86%. En reconnaissant qu'aucun vaccin n'est parfait et qu'il y a toujours une possibilité d'infection par après. Donc, voilà en aperçu comment l'efficacité est calculée pour les vaccins suite à un essai clinique randomisé. Donc, ici, on voit un aperçu des plusieurs vaccins candidats que l'Agence de santé publique suit. On
voit que certains sont plus avancés que d'autres par rapport à leur essais de phase 3 et que maintenant au Canada, on a une autorisation pour Moderna, BioNTech et à partir d'aujourd'hui, AstraZeneca. Donc, pour ces diapositives, finalement, donnent un peu plus de détails pour les technologies elles-mêmes. Donc, je vais peut-être voir ça en survol, puis je peux toujours y revenir selon les questions. Donc, en résumé, en ce qui vient au vaccin candidat contre la COVID-19, la protéine de spicule a été démontrée comme un antigène très robuste et très prometteur pour le développement de vaccins contre la COVID-19. Ici au Canada, nous avons conclu des ententes en principe pour l'approvisionnement de 3 plateformes vaccinales différentes qui incluent les sous-unités protéiques avec la sous-catégorie de particules pseudovirales, l'ARN messager et les vecteurs viraux. Donc, les différentes plateformes technologiques jusqu'à date permettent finalement ont pour but de déclencher une réponse immunitaire protectrice contre la COVID-19, mais approche la question de manière différente, avec différentes manières finalement de livrer l'antigène qui est la spicule. Ici, on voit quelques ressources supplémentaires qui sont disponibles pour ceux qui sont intéressés à avoir plus de détails sur ces technologies. Et avec ça, Stéphane, je vous retourne la parole. Merci beaucoup, Dr. Poliquin. Passons maintenant à la séance de questions et réponses. Une première question. Il est donc beaucoup question d'ARN messager et on ne semble pas savoir si cela peut endommager ou modifier l'ADN. Est-ce qu'on a étudié cette question? Oui, c'est une excellente question. Donc, l'ADN et l'ARN messager qui sont livrés par les technologies vaccinales sont livrés, ou plutôt, laissez-moi donner un peu plus de contexte. Donc, ce qu'on voit dans la machinerie cellulaire pour l'ADN et l'ARN messager, c'est que de façon naturelle, il y a un mécanisme de réparation et de dégradation pour ces types de produits. L'ADN et l'ARN qui sont livrés par les technologies vaccinales, elles n'ont pas finalement les signaux nécessaires pour signaler à la cellule qu'il faut les garder à long terme. Donc, après quelques semaines, et l'ARN messager et l'ADN sont marqués pour la dégradation naturelle et donc ne persistent pas à long terme dans la cellule. D'accord. Est-ce qu'on peut donc conclure que les vaccins à ARN messager ne vont pas continuer à se reproduire bien après l'administration du vaccin? Exactement. Donc, on voit qu'après 7 à 10 jours, l'ARN messager se dégrade et l'élaboration de nouvelles protéines de spicules cesse. D'accord, parfait. Petit instant. À quoi attribuer l'efficacité apparemment élevée des vaccins à ARN messager par rapport aux vaccins contre la grippe, par exemple? Est-ce que vous auriez des idées? Donc, c'est une bonne question qui a une réponse plus ou moins simple.
Donc, l'efficacité qu'on a en ce moment, c'est l'efficacité à relativement court terme. Donc, une des questions ouvertes à propos de l'ARN messager, les autres technologies potentielles, ça va être la durée de l'immunité. On sait que l'immunité naturelle contre les coronavirus saisonniers, donc pas nécessairement le SARS-CoV-2, mais les autres coronavirus qui circulent naturellement d'habitude pendant l'hiver, on voit que le système immunitaire, après quelques mois, commence à avoir une réponse affaiblie contre ces virus. Donc, il se peut, et c'est pas tout à fait bien compris pourquoi ça arrive. Est-ce que c'est parce que le coronavirus lui-même change ou est-ce que c'est juste parce que le système immunitaire commence à oublier sa réponse? Donc, en ce qui vient au vaccin contre les coronavirus, il reste à savoir quelle va être la durée de la protection et si on va avoir besoin de doses de rappel dans le futur. La grippe, elle, on sait que c'est un virus qui a tendance à avoir beaucoup de mutations avec le temps et à se réorganiser entre différentes souches de grippe. Donc, il y a une complexité additionnelle là au point de vue de la duration de l'immunité parce qu'on sait que la grippe change beaucoup. On a vu l'apparence de variants préoccupants chez le coronavirus dans les derniers mois. Mais il reste à voir si ça va être quelque chose qui dure à long terme, l'apparence de nouvelles souches, ou qu'il va y avoir un ajustement du SARS-CoV-2 aux humains et que le rythme de mutation va se stabiliser par après. D'accord. Justement, en parlant de la dose de rappel, est-ce que dans les études animales, on a fait des essais avec une dose de rappel et si oui, quel a été l'effet de cette dose de rappel? Donc, il y a, dans le développement de vaccins, quand on essaie de développer l'intervalle des doses et combien de doses il faut, il y a plusieurs permutations, si on veut, de vaccins, de doses, tant entre les doses qui sont essayées. Dans ce cas-ci, pour faire une étude à long terme, pour voir l'impact de doses de rappel, je pense que c'est un peu tôt pour avoir ce type de réponse parce que le SARS-CoV-2, difficile à croire, mais ça fait juste à peu près 1 an qu'il est avec nous. Donc, pour avoir ce type d'études à très long terme, on n'a pas encore assez de temps pour avoir fait ce type de travail. En général, on voit cependant qu'avec une deuxième dose, il y a une amélioration, pas nécessairement du taux de protection, mais de la qualité des anticorps. Donc, ils deviennent encore mieux à protéger. Donc, reste à voir. D'accord. Et puis, je vous pose peut-être la même question que j'ai posée à Dr. Pappenberg. Est-ce qu'on peut être un vecteur de propagation du virus après avoir été vacciné? Tout le monde veut savoir la réponse à cette question. Je me mets à la place de quelqu'un à qui on a demandé comme ça d'administrer un vaccin et qui doit faire face à ce genre de questions. Comment on réagit à cette question alors? C'est peut-être plus simple que je vous pose la question comme ça. Oui, non, c'est une excellente question. Et c'est une des questions essentielles finalement qui font face aux décideurs de santé publique. Parce que on approche une campagne de vaccination un peu différemment si un vaccin donne une protection stérilisante ou une protection non stérilisante. Et parce que une protection stérilisante, en général, empêche l'infection et donc empêche quelqu'un d'infecter quelqu'un d'autre. Une protection non stérilisante nous protège de la maladie ou d'une conséquence sévère, mais permet quand même une infection et donc une propagation potentielle. On commence, justement cette semaine, on a vu des données rassurantes que au moins il y a une protection partielle contre l'infection
Donc, au moins avec certains des vaccins contre des vaccins à base d'ARN messager. Et qu'avec une deuxième dose, la protection augmente. Donc, les données pour répondre à cette question commencent à s'accumuler. Pour le moment, la recommandation, vu qu'on n'a pas de données probantes et que les gens devraient se considérer comme doivent maintenir les autres mesures de santé publique même après une vaccination parce qu'on n'a pas les données nécessaires. Mais c'est un point d'étude essentiel et on devrait avoir plus d'informations dans les semaines et les mois qui suivent. D'accord. Encore une petite question. Les vaccins à vecteur viral sont-ils des virus vivants ou morts? Donc, ils ne sont pas capables de se reproduire. Donc, on pourrait les considérer comme morts. Ils sont capables d'initier une infection. Et ce que je veux dire dans ce cas-ci, c'est qu'ils sont capables de s'accrocher et de pénétrer dans la cellule, ce qui serait normalement la première étape pour un cycle d'infection. Cependant, une fois rendus à l'intérieur de la cellule, ils n'ont pas l'habilité ensuite de se reproduire. Donc, on ne les considère pas comme vivants. D'accord. Parfait. Les vaccins à vecteur viral sont-ils oncogènes en raison de l'ADN qui entre dans la cellule, entre autres? Oui, donc en ce moment, on n'a aucune donnée qui suggérerait que ce type de vaccin serait oncogénique. L'ADN lui-même n'est pas intégré au reste de la cellule et est dégradé avec le temps. Donc, ce n'est pas... nous n'avons jusqu'à date aucune donnée qui suggérerait que ce serait oncogénique. On pense à d'autres virus, on pense comme le virus du papillome humain, qui, eux, sont capables de s'intégrer à long terme dans la cellule et c'est de là que vient leur potentiel oncogénique. Ce n'est pas ce que l'on observe avec le mécanisme d'infection ou de livraison des vecteurs viraux non réplicatifs. D'accord. Merci. Encore une dernière question. Pour les gens qui se posent des questions, maintenant qu'on a un smorgasbord de vaccins potentiels, comment choisir si on a le choix entre tel ou tel vaccin? Par exemple, un groupe, les personnes âgées, choisir un vaccin. Quelle réponse vous donneriez à un patient qui vous pose cette question-là? Ça, c'est une excellente question et c'est là le CCNI et les autorités provinciales et territoriales, eux, sont en mesure d'aider les patients à faire ces choix avec leurs recommandations à eux. En général, ce qu'on voit, le message clé ici, c'est que on voit beaucoup dans les médias que l'efficacité de tel vaccin n'est peut-être pas le même comparé à un autre vaccin. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est que les vaccins, non seulement sont utiles pour protéger un individu, mais aussi pour se protéger à l'échelle communautaire. Donc, on bénéficie tous finalement d'avoir accès à des vaccins parce que une fois protégés nous-mêmes, au point de vue non seulement individuel, mais à l'échelle de la population, c'est ce qui permet finalement, avec un peu de chance, de mettre toute cette pandémie derrière nous. Donc, en ce qui vient à la question de choisir une technologie comparée à une autre, des fois, il y a des aspects médicaux, par exemple, où quelqu'un devrait avoir X plutôt que Y. Et là-dedans, je recommanderais aux gens de consulter le CCNI et leurs autorités provinciales ou territoriales. Mais l'important, c'est de penser que tous ces vaccins travaillent ensemble
pour protéger les Canadiens. OK, parfait. De sages conseils. Je vous remercie beaucoup, Dr. Poliquin, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On a tous appris énormément. J'aimerais simplement vous rappeler que voilà, le CCNMI travaille en collaboration avec l'Agence de santé publique du Canada sur encore d'autres webinaires sur la COVID-19 à l'intention des fournisseurs de soins de santé. Joignez-vous à nous la semaine prochaine pour un webinaire sur la planification des cliniques de vaccination. La séance en anglais aura lieu de midi à 14h, heure normale de l'Est, et la séance en français, jeudi à la même heure. Rendez-vous sur ccnmi.ca pour tous les détails. J'aimerais remercier de nouveau le Dr. New ainsi que nos conférenciers, les Dr. Boutier, Papenberg et Poliquin. De cet excellent webinaire, vous nous avez appris énormément. Je tiens également à remercier nos collègues de l'Agence de la santé publique du Canada pour leur collaboration dans la préparation de ce webinaire. Un gros merci aussi à toute l'équipe du CCNMI. Aux participants, merci à chacun d'entre vous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. J'espère que les informations présentées vous seront utiles. Enfin, je vous invite à remplir une courte évaluation sur la qualité de notre prestation. Vous pouvez également nous faire part de vos impressions en nous écrivant à nccid@humanitoba.ca. Les informations recueillies nous permettront de mieux planifier nos activités. Au revoir et à jeudi prochain.